La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, ce podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de céder la parole à celle qui est actrice du podcast aujourd'hui, eh bien la petite citation. Ce ne sont pas les histoires qui importent, mais le ton sur lequel elles sont racontées. Citation de Christian Bobin. Et notre actrice aujourd'hui s'appelle Catherine Hermarie Vieille. C'est une romancière et biographe française. Elle va venir nous parler d'elle, mais aussi de son dernier roman, Les Exilés de Byzance, paru chez Albin Michel. Alors, c'est une fresque magistrale qui traverse 5 siècles et dont l'action se déroule en mai 1453 à Byzance, dernière capitale de l'Empire romain d'Orient. Je vous suggère vraiment ce roman. Vous allez passer des moments fantastiques à lire ce roman. Alors tout de suite, une première question. Votre envie d'écrire, elle a commencé quand ? Quand j'ai su écrire, c'est-à-dire à l'époque, on entrait en 11e, ça c'est complètement dépassé maintenant, mais on avait 6 ans. On entrait à l'école à 6 ans, il n'y avait pas de maternelle supérieure. Et là, on apprenait à lire et à écrire. Et dès que j'ai su écrire, j'ai eu envie, mais profondément envie d'écrire des petites choses, mais qui me donnaient la façon de m'exprimer personnellement. Parce que j'étais d'une famille nombreuse, où les enfants n'avaient pas le pouvoir de s'exprimer longtemps personnellement. Et donc, c'était une façon pour moi d'exister. Et l'ambiance familiale, est-ce qu'elle vous encourageait à écrire ? Elle ne m'encourageait ni de me décourager. Vous savez, quand une petite fille écrit, on se dit, elle écrit des histoires d'animaux, des trucs comme ça fait de mal à personne. Mais mes tantes, papa était très littéraire, et ses tantes à lui, donc mes grands-tantes, écrivaient dans des petits journaux à l'époque, des petits journaux féminins. Je ne me souviens plus des titres, mais enfin c'était un peu très petit tirage, mais elles écrivaient des petites histoires. Donc on a quand même dans la famille un goût pour l'écriture. Quand vous écrivez, quel sentiment ressentez-vous ? À la fois de la joie, de l'angoisse, quelquefois beaucoup de peine, quelquefois de l'enthousiasme. C'est comme dans une histoire d'amour. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Certains écrivains n'en ont. Vous en avez un ? Et c'est lequel en fait ? Ce rituel s'impose un peu par lui-même parce que je ne suis pas quelqu'un du soir. Donc j'écris le matin. Mais je me mets à l'écriture vers 9h et j'écris très régulièrement jusqu'à midi. Donc 3 heures par jour. Et quand j'ai quelque chose d'autre à dire qui est important, je reprends l'écriture entre 5h et 7h. Est-ce que vous avez sur vous un carnet de notes et que vous prenez des notes qui peuvent vous servir pour vos romans ? Oui, il y a bien sûr un cahier qui est sur mon bureau et même il m'arrive la nuit de me lever pour noter quelque chose. Je me dis, mais il y a ça, il faut absolument que je le mette et je me lève, je l'écris en vitesse sur mon carnet parce qu'hélas, en vieillissant, je perds beaucoup la mémoire et que le lendemain matin, je ne suis pas sûre de m'en souvenir. Pourquoi est-ce que vous avez étudié les langues orientales ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix d'études ? Je ne sais pas quoi vous répondre, parce qu'en fait, c'était un goût profond pour la culture du Proche-Orient. Et j'avais très envie d'apprendre cette langue. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que mes parents n'avaient aucun attrait particulier, ni intérêt particulier pour ces régions. Mais j'avais vraiment envie, mais c'est inexplicable. Votre dernier roman, c'est Les Exilés de Byzance. Quelle histoire racontez-vous dans ce roman, qui est aussi une saga ? C'est une longue saga qui traverse 500 ans d'histoire. Et en fait, je raconte 2 histoires. Je pars à la séparation forcée au milieu des massacres de la ville de Byzance. Les Turcs massacrent les chrétiens de la ville de Byzance en prenant la ville. Donc ces 2 histoires vont évoluer. Au départ, les 2 frères sont ensemble et puis ils vont se séparer. Et donc je suis l'histoire de chaque famille, une au Proche-Orient et une en Russie. Donc ces 2 histoires vraiment séparées. Jusqu'à la fin que je ne vous raconterai pas, en tout cas je ne raconterai pas à vos auditeurs. Est-ce qu'il y a des faits historiques réels dans ce roman ou bien c'est un roman totalement romancé ? Tous les faits historiques du genre politique, ce qui est arrivé au point de vue social, au point de vue des guerres internes, des attaques, des conflits est réel. Seuls mes personnages de chair et de sang sont imaginés. Certains pas vraiment, parce que je me suis bien sûr inspirée de personnes que je connaissais. Mais les personnages, oui, 500 ans, vous savez. Mais je disais aussi une chose étrange, c'est quand vous mettez au monde un père, un mari, une femme,
qui naît un premier enfant, ce premier enfant a son destin déjà un peu tracé. Et vous ne pouvez pas lui faire n'importe quoi. Il va faire ce qu'il est censé devoir faire. Votre premier roman, c'est Le Grand Vizir de la Nuit, c'était en 1981. Pourquoi ne pas avoir publié un roman avant ? Parce que j'osais pas, je fais pas du tout partie d'un milieu littéraire, enfin milieu littéraire si, mais pas du tout dans l'édition. Et que vous savez, passer de l'écriture à l'édition, c'est un pas très intimidant. Il faut soit l'envoyer le manuscrit par la poste, soit aller le déposer chez la dame qui est à l'entrée de la maison d'édition. Je connaissais personne, j'avais même pas un nom d'éditeur qui aurait pu me prendre le manuscrit en main propre, si vous voulez. Donc j'ai tenté de déposer mon manuscrit chez Gallimard, parce que c'était un nom que tout le monde connaissait dans le monde de l'édition. Et 3 semaines plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone d'une des directrices littéraires qui m'a dit « on prend votre manuscrit ». Déjà, grosse surprise. Et puis ensuite, 2 mois plus tard, j'ai eu le prix Femina. Et ça fait quoi de recevoir un prix ? Est-ce que ça vous projette un petit peu en avant ? C'était une tellement grande surprise pour moi, qui, je vous le répète, n'était pas de ce milieu du tout, que j'ai pas eu du tout d'angoisse avant quand on m'a dit « vous êtes sélectionné pour le prix Femina ». C'était pas tellement angoissant, et même la veille du jour du prix, j'y pensais pas tellement parce que c'était vraiment un autre monde. Il y a des auteurs qui peuvent pas dormir de la nuit, qui se rongent les ongles jusqu'au sang. Moi, pas du tout. C'était vraiment c'était comme ça. Mais ça a changé ma vie parce que c'est vrai que pour un premier livre, ça m'a donné, je dis pas un public fidèle parce que beaucoup de gens lisent les prix, mais ça m'a donné une base de lecteurs ou de lectrices qui ont aimé ce que j'avais fait et qui m'ont suivi ensuite dans mes livres, les livres suivants. Vous avez donc des fans qui vous suivent depuis le début et qui attendent vraiment vos romans ? Ça arrive, oui, parce que j'ai une correspondance avec quelques personnes, pas trop, parce que je n'ai pas le temps de mener de grandes correspondances à la Balzac ou à la Flaubert, mais les gens me disent on vous a suivi depuis Le Grand Vizir, et puis alors ils donnent leur avis, on a mieux aimé ça que ça, et ça que ça, mais ils me suivent très fidèlement. Est-ce que vous avez écrit des romans qui ne seront jamais publiés, qui vont traîner dans un tiroir et que vous n'allez jamais publier ? Non, pas du tout. Quand j'écris un roman, au début, si j'ai tous mes petits essais d'amateurs complets où j'ai essayé de griffonner quelques historiettes, ceux-là ne sont jamais publiés, d'ailleurs ils ne sont pas publiables. Mais maintenant, non, si je travaille sur un sujet, j'espère et même je pense qu'il sera publié dans la mesure où vous savez que les auteurs ont des contrats avec leurs éditeurs, donc à moins de faire un ratage total, en principe on est publié. Vous êtes une écrivaine connue et reconnue, ce qui veut dire que ce sont les éditeurs qui courent derrière vous. Ce n'est plus vous qui, à chaque roman, devez chercher un éditeur ? Non, on signe des contrats pour, ça dépend, un livre ou 2 livres, 3 livres, 4 livres. Mais une fois qu'on est bien chez un éditeur, que l'on se sent dans sa famille, que le directeur, le sous-directeur, les attachés de presse vous connaissent, ils sont sympas, ils sont heureux de vous voir, vous restez dans la maison d'édition parce que l'édition, il y a une relation affective qui est indéniable. On ne peut pas être chez un éditeur en connaissant personne, c'est pas possible. Quels sont les 3 derniers livres que vous avez lus ? Un livre d'Andrei Makin qui s'appelle L'ami arménien, que j'ai énormément aimé, mais j'aime beaucoup tous les livres d'Andrei Makin. Le roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortance, et puis je suis en train d'achever un livre que des 2 jeunes auteurs m'ont confié à la foire du livre de Vannes, qui s'appelle Alabama 1963 et qui est une histoire fascinante, surtout pour moi qui habite le sud des États-Unis, sur la première, on peut dire, liberté que vont prendre les Noirs par rapport aux Blancs dans l'Alabama des années 63, et c'est tellement bien raconté, on est pétrifié. Vous êtes française et vous venez de le dire, vous habitez aux États-Unis. Pourquoi ce choix ? Ça n'a pas été un choix. Mon mari travaillait pour une boîte américaine. Donc un jour, j'habitais en France. Il m'a dit, maintenant je crois qu'il faut qu'on songe à déménager. Ma boîte m'envoie aux US. Et j'avais un fils de 10 ans, une fille de 2 ans, un chien. Et on s'est dit, il faut partir, mon mari tenait beaucoup. Toute la famille est partie. Et puis on est resté, au départ ça devait être 5 ans, puis on est resté beaucoup plus longtemps. Mon fils avait fini ses études scolaires, il commençait l'université. Ma fille entrait dans l'étude supérieure. Et donc on s'est dit on ne peut pas les rapatrier. À ce stade-là, ils sont implantés, ils ont leurs amis.
ils ont puis ils étaient dans des écoles américaines. Donc on parlait français à la maison, ils étaient totalement bilingues, totalement. Mais ils étaient éduqués dans ce système et on s'est dit, on va attendre qu'ils vivent leur vie pour rentrer aux États-Unis. Et puis là, mon fils, j'en ai qu'un, est rentré en France assez récemment, il est près de Lille, à Marc-en-Barreuil, donc près de Lille. Et ma fille, elle, non, elle est complètement implantée aux États-Unis, elle est restée et elle n'a pas envie de rentrer. Donc on est un peu à cheval et c'est dur à vivre entre les deux pays. On va revenir à vos lectures. Quand vous lisez un livre, c'est avec les yeux de l'écrivaine ou bien les yeux de la lectrice normale, je dirais? De la lectrice normale. Seulement, avec mes yeux de professionnelle, je dois dire, si je vois des énormes fautes de français ou des phrases mal tournées, je les remarque. Mais ça n'empêche pas la lecture. Mais ça me fait faire un petit tic quand même, parce que je me dis, tiens, comment il a employé ce mot qui n'est pas bien employé, il n'est pas à sa place. Mais sinon, non, c'est très rare. Je lis vraiment que les yeux avec de la lectrice ordinaire. Et en dehors de l'écriture, vous avez des hobbies, des passions? Oui, j'aime beaucoup la nature, donc je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux arbres. J'ai planté énormément de choses dans mon jardin. Je ne suis pas une grande jardinière, mais je porte beaucoup d'intérêt à mes plantes. J'aime les voyages. Je fais quand même au moins 2 ou 3 voyages par an, même s'il faut traverser l'Atlantique. Mais je fais toujours un voyage aux États-Unis, parce que vous savez, c'est un pays immense, hein. Donc on peut le visiter, on a toute sa vie pour le visiter. Et puis quand je suis en Europe, ou généralement pour 3-4 mois, je visite les pays européens. Et je suis très étonnée de voir avec quelle rapidité on va d'une capitale à l'autre en Europe. C'est fantastique, en 2 heures de vol, vous êtes partout. L'histoire vous passionne parce qu'en fait, un certain nombre de vos romans sont historiques. D'où vous vient cette passion pour l'histoire? De mes professeurs, je crois. J'ai eu un professeur d'histoire sensationnel en 6e qui nous a vraiment, à ceux qui s'intéressaient à la base à l'histoire, mais donné une passion pour l'histoire. Et d'ailleurs, ma sœur, qui a que 2 ans de plus que moi, a fait une agrégation d'histoire, elle est devenue prof d'histoire. Et moi, j'ai toujours eu un intérêt, mais total et profond pour l'histoire, au point de lire des livres, même au début un peu ardus, uniquement avec pas de personnages imaginaires. Je n'ai jamais aimé les faux livres historiques qui me hérissaient du genre Angélique, Marquise des Anges, parce que c'était divertissant, mais rien n'était vrai. Et ça, dès le début, je ne l'acceptais pas. Vous avez aussi, on va rester dans l'histoire, hein, vous avez collaboré avec Stéphane Bern pour son émission Secret d'Histoire. Comment s'est passée la rencontre avec Stéphane Bern? Je le connaissais depuis très longtemps parce qu'il publiait chez Plon. J'étais chez Plon à cette époque. Donc on déjeunait avec Olivier Orban qui était à la tête de Plon à cette époque. Donc je le connaissais personnellement avant qu'il lance son émission Secret d'Histoire. Et là, donc, mais dans Secret d'Histoire, on le voit peu parce que bon, il y a bien sûr la personne qui dirige le tournage, il y a la personne qui cadre les vues, et lui, il supervise un petit peu tout ça. Mais c'est un homme que j'aime beaucoup, c'est un homme charmant, c'est un homme que la célébrité n'a pas donné du tout la grosse tête. Et je peux le dire, c'est un ami que j'aime profondément. Vous avez aussi fait de la télévision, une autre émission, c'était Télématin. Vous vous souvenez de ça? Ah là là, oui, c'était il y a longtemps et c'était en direct. J'habitais à l'époque en banlieue et je prenais un RER. Et les RER, comme vous le savez peut-être pas, parce que vous habitez Bruxelles, c'était souvent ou en retard ou en panne. Et alors en direct, c'est affolant parce qu'on dit mais c'est pas possible, je vais pas être à l'heure. Et je me souviens de sorties du métro, du RER, avec la queue devant les taxis. Non, je vous en supplie, laissez-moi monter la première parce que j'ai un direct, je peux pas arriver en retard. Vous aimez le Liban aussi. Est-ce que cet amour du Liban a un rapport avec vos études? Non, c'est venu un peu par hasard et en même temps un peu avec mes études parce que j'ai été au Liban la première fois comme journaliste pendant la guerre du Liban et on m'a envoyé moi parce que je me dépêtrais un petit peu dans la langue et surtout je pouvais lire le nom des rues et bon, ça m'a aidé un peu au départ. Mais donc c'est comme journaliste en pleine guerre du Liban alors que les bombes tombaient de tous les côtés que j'ai fait la connaissance du Liban. Est-ce qu'il y a parfois un peu de vous dans les personnages de vos romans? Bien sûr, puisque qu'est-ce qu'on fait? On creuse en soi-même, on parle... Évidemment, on sait bien que la vie de Madame du Barry, c'est pas du tout ma vie, mais en même temps, mise en face de certaines situations, on imagine que la réaction d'une femme mise en face d'une situation qu'elle doit résoudre, elle va réagir un peu comme moi. Je peux me tromper, je ne prétends pas que... Mais ça, c'est peut-être le bonheur des romans historiques.
par rapport aux biographies. Les biographies ne peuvent rien rajouter. C'est-à-dire ce qu'a pensé Madame du Barry quand elle a quitté sa villa de son château de Louvciennes pour se rendre à Versailles. Le biographe vous dira, elle monta dans son carrosse qui se rendit à Versailles. Alors que moi, je vais essayer de lui faire penser à ce qu'elle va trouver à Versailles, est-ce qu'elle va rencontrer le roi, est-ce qu'elle va rencontrer une femme qui ne l'aime pas, et donc qui va influer sur ses émotions, influencer ses émotions. Et ça c'est peut-être mon rôle de psychologue. Justement, quel regard vous jetez sur les jeunes auteurs et les jeunes autrices quand vous avez des contacts avec eux, parce que vous êtes assez exigeante, hein, quand vous lisez un roman, par exemple, vous voyez des fautes d'orthographe. Qu'est-ce qui vous choque, par exemple, chez les jeunes auteurs et les jeunes autrices ? J'ai lu avec grand plaisir, quoique j'ai pas un temps infini pour lire et que je reviens finalement à mes chers vieux auteurs. Mais certains ont, oui, beaucoup de talent, mais vous avez raison. Quand il y a des fautes, mais généralement les éditeurs les corrigent, les fautes. Mais quand il y a une phrase mal tournée ou un mot inapproprié, je le remarque, ça me fait un peu tiquer. Mais si le roman est passionnant, il est passionnant, on continue. Vous avez des amis qui sont écrivains ou écrivaines ? Bien sûr. Vous savez, c'est un petit cercle. Moi, depuis le temps que j'évolue dans ce milieu d'édition et d'écrivains, oui, j'ai pas mal d'amis, oui. D'amis, pas intimes, mais enfin, j'ai quelques amis très proches, comme Alexandra Lapierre, qui est une très proche amie, mais j'ai surtout beaucoup d'amis, de très bonnes relations. On va terminer avec vos projets. Votre prochain roman, il va parler de quoi, si on peut peut-être déjà un peu le dévoiler ? Alors, il va être dans un contexte, encore une fois, historique, le 19e siècle, mais il va être de 3 femmes qui ont vraiment existé. Et à partir de ces 3 femmes qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre, la recherche du bonheur pour une femme. Qu'est-ce que c'est pour une femme, la recherche du bonheur ? J'ai pris ces 3 femmes du 19e siècle parce qu'elles sont nées, elles ont vécu, elles sont mortes. Donc on a une vue d'ensemble de leur recherche du bonheur, du début à la fin. Et en même temps, c'est assez moderne pour se dire, ça correspond quand même un petit peu à ce que pourrait ressentir une femme, disons, de 40, 50 ans actuelle. Et je vois, avec mon regard profond, comme diraient les bouddhistes, avec mon regard profond, je vois pourquoi elles sont si différentes et pourquoi leur recherche du bonheur est arrivée, enfin, a abouti pour certaines à une catastrophe et pour d'autres la plénitude. J'ai quand même encore une question. Un de vos romans pourrait-il faire un film ? Il y a déjà un qui a été en téléfilm, La Marquise des Ombres, qui racontait la vie de la marquise de Brinvilliers, qui a vécu au siècle de Louis XIV, qui a participé à l'assassinat de son père et de ses 2 frères, poussé par un amant qui voulait toujours plus d'argent. Et le livre a été l'objet d'un téléfilm et Anne Parillo jouait la Marquise des Ombres. Merci à vous, Catherine Hermary-Vieille, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre dernier roman, Les Exilés de Byzance, paru chez Albin Michel. Alors, un petit rappel, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent fidèlement déjà. Certains nous écoutent depuis le début, c'est-à-dire que ça fait plus de 3 ans. Si vous avez aimé le podcast, vous likez. Si vous avez aimé le podcast, eh bien vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien abonnez-vous pour être informé avant tous les autres de la publication du prochain podcast. Vous nous laissez un commentaire. Pour tout ça, je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.